Bienvenue sur Clapotis, bienvenue dans la série consacrée à Mes forêts, le recueil poétique d'Hélène Dorion. Nous sommes toujours en compagnie d'Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Et aujourd'hui, tu nous proposes d'évoquer un autre sujet, non pas épineux, mais fondamental, qui est l'évocation des écritures poétiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par écriture poétique ? Je te laisse la définition appropriée, faire la définition appropriée, pardon. Alors, il y a un élément essentiel que nos auditeurs auront très vite en tête, c'est que les poètes, et là il ne s'agit pas simplement de parler d'Hélène Dorion, donc d'une poétesse actuelle, mais de tout dans l'histoire de la poésie, d'à peu près tous les poètes, le contact avec la nature est décisif. Virgile, dès l'époque latine, s'intéresse à la nature. Nous avons donc, par ailleurs, un intérêt des philosophes pour la nature. Et on se rappelle, je prends ces deux exemples volontairement, que Hélène Dorion est à la fois une philosophe par sa formation et une poétesse par goût, par centre d'intérêt, et c'est son destin en quelque sorte créatif. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que le rapport à la nature est une question fondamentale pour les artistes tels qu'ils soient et pas simplement les écrivains. Ça, c'est un premier point. Si on veut quand même essayer de recentrer le sujet sur les écritures poétiques, et j'ai envie de dire les écritures poétiques de la nature, parce que c'est ça qui nous intéresse au premier chef, on va se rendre compte que le rapport que les poètes en particulier ont avec la nature est un rapport complexe, pour ne pas dire ambivalent, et même, je dirais, parfois un peu hypocrite. Parce que... Comment ça, hypocrite ? Explique-nous ça. Alors, le mot est dur, oui, j'ai compris que tu avais réagi durement à mon évocation, mais ce que je veux simplement dire, c'est que la question, c'est est-ce que je m'intéresse à la forêt ou est-ce que je m'intéresse aux états d'âme que la forêt est susceptible de générer en moi ? Si on fait ça, si on part sur ce deuxième cas, on est plutôt dans le prétexte. Je me balade pour trouver des idées. Donc finalement, le lieu où je me trouve, sa spécificité a moins d'importance que moi. Et ça, je le dis de façon évidemment très caricaturale, en n'ayant aucune volonté de discréditer les poètes, notamment romantiques, mais je veux quand même insister sur ce fait-là. Parce que les romantiques, donc à l'aube du 19e siècle, je pense en particulier à Lamartine, quand ils voient un lac, et bien sûr qu'ils l'observent, et bien sûr qu'ils le décrivent, encore une fois pour le dire très simplement, bien sûr qu'ils l'évoquent par des métaphores, mais leur objectif, c'est d'en arriver à eux-mêmes et à faire que cette forêt, ce lac, ce vallon reflète en quelque sorte leurs états d'âme. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que il y a une sorte, et encore une fois, excuse-moi peut-être d'être un peu caricatural, mais c'est parce que je veux aller vite, il y a une sorte de supériorité du poète. C'est qu'il il se met en avant en quelque sorte par rapport au lieu qui va l'inspirer. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Or, dans l'épisode précédent, nous avons dit presque l'inverse à propos de Dorion, puisque nous avons dit que finalement, elle parle un peu d'elle-même, elle revient à son propre vécu, à des aspects autobiographiques, mais à la fin et de façon très discrète. C'est pas du tout la même attitude, en quelque sorte. Donc, elle ne serait pas marquée par cet héritage romantique. Alors, moi, je dire crois qu'un poète, il est nourri par différents textes, différentes sources d'inspiration, et il faut surtout dire à nos auditeurs que l'écriture, c'est pas un exercice simple où on dirait, voilà, ça me vient de là, ça me vient de là. En réalité, tout ça, c'est très conflictuel, ça part dans tous les sens, et il y a en quelque sorte des tensions entre les sources d'inspiration. Ce qu'on peut dire, en revanche, ah mince, ça sonne. Tu peux couper ? Attends, je fais pause. En réalité, des poètes comme Victor Hugo, Alfred de Musset, Théophile Gautier, en plus de Lamartine dont j'ai parlé tout à l'heure, sont des poètes qui convergent vers une même perspective quand on analyse leur rapport avec la nature. Je vais prendre un exemple qui me semble assez intéressant. Alors, il est particulièrement intéressant, d'autant plus que le poème que je vais évoquer maintenant parle de forêts que je connais et je suis, pour ne rien te cacher, Cécile, à côté de ces forêts puisque je suis dans les Landes. Et Théophile Gautier
à parler des pins des Landes. Donc je trouve très intéressant de faire une relation entre un poète romantique du 19e siècle qui évoque des forêts très spécifiques, les forêts landaises, et les forêts des laines d'Orion. Je veux juste lire à nos auditeurs un court passage qui va leur permettre de bien comprendre le problème. Voilà ce que dit Théophile Gautier dans le poème Le Pin des Landes. Le poète est ainsi dans les landes du monde. Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde pour épancher ses vers, divines larmes d'or. On voit bien ici la situation. Il y a, en quelque sorte, dans la forêt, le prétexte d'une évocation de soi. Donc on crée une analogie, le pain dont on va saigner la résine, hein, pour en tirer un élément qui pourra être utile, et le poète qui se saigne en quelque sorte et qui fait ressortir sa souffrance pour pouvoir l'exprimer. Encore une fois, je dis les choses assez vite, mais on voit bien que le moi du poète prend le dessus chez Théophile Gautier. J'ai presque envie de dire qu'il est plus important qu'une forêt. Oui, c'est ça. C'est pas du tout le même problème chez Hélène Dorion. Ça, c'est important parce que dans une dissertation, les élèves doivent partir de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont appris. On leur demande pas d'être des spécialistes de poésie, mais on peut quand même leur demander d'avoir quelques petites références de traitement de la nature et spécifiquement de la forêt par un certain nombre de poètes. Donc là, j'ai pris cet exemple-là. Ça, c'est un premier point qui me semble important. Ouais. Et là, je vais volontairement pas te couper, mais t'arrêter. Mais parfois, ils vont justement trouver au gré de leurs recherches ou même en cours avec leurs enseignants, ils vont entendre cette expression paysage état d'âme. Est-ce que tu peux l'expliciter, ça justement, par rapport à ce que tu viens de dire et aussi ce que peut-être qu'on va anticiper sur ce que tu allais dire, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette idée de paysage état d'âme? À quel moment, à quelle époque on utilise cela? Et est-ce qu'on retrouve ça chez Hélène Dorion? Alors, le paysage état d'âme, encore une fois, on est sur cette mouvance qui se déploie tout au long du 19e siècle, c'est-à-dire, et pas simplement en poésie, j'insiste bien là-dessus, c'est qu'il y a toujours, et ça, vraiment, j'y tiens pour nos auditeurs, c'est qu'il ne faut pas déconnecter la poésie des autres arts, en particulier la musique et en particulier la peinture. Donc, paysage état d'âme, c'est-à-dire que le regard que l'on porte, alors c'est plus facile peut-être pour nos auditeurs de le comprendre si on procède par des images et donc si on pense à un peintre. C'est en quelque sorte la capacité d'un peintre et donc d'un artiste et donc d'un poète à projeter ses états d'âme sur un paysage où on a un système d'écho et de reflets qui s'établit. C'est-à-dire que, et ça c'est intéressant, je ne regarde plus les choses pour ce qu'elles sont, mais quelque part, je me vois dans le paysage. Donc, le paysage me renvoie une image de moi-même. Donc, on est à la fois dans une exploration de quelque chose d'étrange et qui n'est pas moi, mais qui est en quelque sorte un miroir de mon état d'âme. Donc, c'est quand même très gênant. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'hypocrisie et que tu as réagi. C'est que, volontairement, en quelque sorte, il y a une dimension prétexte. C'est-à-dire que la nature, elle n'est pas considérée forcément seulement pour ce qu'elle est, mais pour sa capacité à m'inspirer en quelque sorte et donc à me faire revenir à moi-même. Je reconnais pour nos auditeurs que c'est pas forcément très simple, mais c'est vraiment à réfléchir et je pense qu'il s'agirait de réfléchir avec la peinture en particulier, j'y reviendrai peut-être, avec la musique et bien sûr avec la poésie. Et peut-être, vas-y. Non, je pense que c'est aussi intéressant. Enfin, ce que tu viens de décrire, c'est typiquement la relation, la représentation, on va dire occidentale qu'on a de la nature. Ce qui est pas du tout la même chose dans la vision orientale, c'est-à-dire qu'on se fond dans la nature. On la regarde pour être partie intégrante de la nature. Enfin, on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est intéressant de voir cette vision aussi qu'a Hélène Dorion. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le reflet de son âme. La forêt n'est pas le reflet de son âme, mais elle est plutôt, elle est partie intégrante de cette nature. Ou je me trompe dans l'interprétation? Alors, non, tu te trompes pas, et je pense même que ça rejoint des choses qu'on a pu dire dans les épisodes précédents. C'est notamment quand tu parlais de haïku. Je me souviens dans un épisode précédent. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas lire Hélène Dorion en ayant en référence uniquement la poésie occidentale et particulièrement la poésie française. Je pense que, et quand je dis je pense, c'est pas prétentieux, hein, c'est juste pour dire que je fais la synthèse de choses que j'ai pu entendre qu'elle disait elle-même.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension syncrétique. C'est-à-dire que Oui. son propos a quelque chose d'universel, universaliste, et ses sources ne sont pas des sources qui seraient spécifiquement occidentales ou, le cas échéant, spécifiquement québécoises. Effectivement, son approche de la nature est une approche beaucoup plus orientale, où finalement on se fond dans la nature, et non seulement on se fond dans la nature, mais on la respecte et on la Voilà, regarde c'est ça. Voilà. pour ce qu'elle est. Tout à l'heure, on avait, Exactement. enfin, quand je dis tout à l'heure, c'était Oui. pour dire que c'était il n'y a pas si longtemps, mais dans des épisodes précédents, on était dans on voyait bien qu'elle cherchait à capter les bruits, le bourgeon. C'est Donc ça, ouais. c'est pas uniquement je cherche à me voir dans la nature, c'est je regarde la nature pour ce qu'elle est, et il y a quelque chose à ce moment-là de transcendant, parce qu'en Ouais. observant vraiment les choses, on se rend compte de la puissance de ce qui est là, et peut-être du caractère dérisoire de mes préoccupations, de mes problématiques Mmh. qui peuvent Mmh. effectivement être parfois un peu futiles. Mmh. Je me permets d'ajouter un point par rapport à ce que nous Oui. disons, parce que, encore une fois, pour être extrêmement précis et clair et concret par rapport à nos élèves, il y a une poésie qu'ils ont pu étudier et qu'ils pourront étudier, qui est le fameux texte de Baudelaire, Correspondance. Donc on est Mmh. là plutôt dans les années 1857. Hein, je suis parti avec les méditations poétiques en 1820. Là, Oui. on est en On suit la 1857. chronologie là, oui. Et, Mmh. et je suis obligé de revenir et de te lire ce texte parce que tu connais bien, mais nos élèves s'en rappellent peut-être pas bien, parce qu'il est éloquent. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe Mmh. à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Tout est là. C'est-à-dire que là, nous avons un poète qui est dans une logique de transfiguration, et où finalement la nature l'inspire, mais on voit bien que par le jeu des métaphores, il nous renvoie à un temple, il nous renvoie non plus à une forêt, si j'ose dire, tu vois, une forêt de chênes ou une forêt de pins, mais à une forêt Mmh. de symboles. Alors, Mmh. encore une fois, Mmh. mon analyse se veut très synthétique, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit bien le déplacement qui s'opère. Et je Mmh. trouve que si nos élèves ont la logique et la subtilité de mettre en regard ce type de poème avec la poésie de Dorion, ça va devenir éloquent. Parce Mmh. qu'ils vont vite se rendre compte qu'elle, elle a de l'intérêt pour l'intimité de cette forêt et pas simplement pour son intimité à elle. Ouais, c'est ça. C'est ça Mmh. qui est vraiment intéressant. Donc elle Mmh. est sur des forêts, elle part de ces forêts, de vraies forêts en plus. Hein. C'est les Mmh forêts mh. de l'Estrie, des Laurentides de son enfance. Ce sont des vraies promenades, mais pas des promenades, j'allais dire, factices ou artificielles. Elle pénètre dans les forêts, elle veut vraiment les voir. Et donc, c'est plus des Mmh. forêts de symboles, ce sont des forêts qui ont une matérialité, une présence, une réalité qui est beaucoup plus forte que celle qu'on découvre ici, par exemple, chez Baudelaire, où on est Mmh. beaucoup plus dans quelque chose d'esthétique. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait parler, à ce moment-là, de forêt sensation? Oui, moi je pense que, je dirais même que il faut que nos auditeurs se disent que la force de la poésie, Mmh. c'est d'arriver à transcrire des sensations que tout un chacun peut avoir, particulièrement en forêt, mais par rapport il serait pas capable, en fait, on serait pas capable de mettre des mots sur Mmh. ces sensations, sur ces captations, sur, je dirais même, les illuminations parce que, en fait, le Oui. bourgeon dont on parle, l'humus qu'on regarde, la feuille sur laquelle on marche, la branche qui se casse, ça a l'air de détails, mais ce sont pas des détails parce que c'est la vie, c'est l'évolution de la vie, tout se passe. Il y a une existence à l'intérieur de tout ça. Il y a des choses qui se Ouais. passent. Et oui, c'est forêt sensation, forêt captation. Oui, ça me paraît tout à fait judicieux. Oui. À Mmh. partir du moment où tu Mmh. parles des sens, en fait. Oui, voilà, c'est, est-ce qu'on peut parler aussi, si on fait, chronologiquement, de Baudelaire, on arrive à Verlaine, est-ce que ça serait l'idée d'aussi suggérer ces sensations? Pour Oui, qu'après le lecteur s'approprie, comme tu disais, par rapport à sa propre intimité, cette relation qu'il a avec les forêts. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sensation et ensuite suggestion? Qu'est-ce oui, qu'on mais pourrait ouais? il y a un intermédiaire, c'est le Oui, fait de nommer. C'est-à-dire que tu vas voilà, pas c'est ça. être uniquement dans une sorte de quelque chose. Enfin, j'ai du mal à le dire, mais la suggestion, l'évocation, ça passe très vite vers Oui, l'image, et puis tu finis par te détourner
même Mmh. subtilement, de la réalité. Elle parle de la goutte de pluie, du grain de sable. On l'a dit Ouais. dans un On épisode on précédent, on rejoint l'éclosion un d'un peu bourgeon. on rejoint le Gauguin qui dit: «Savoir voir». Ouais, Exactement. Et ouais. savoir voir, savoir sentir, savoir entendre, savoir, le cas échéant, Mmh. toucher. Donc, on est bien dans un rapport extrêmement sensoriel Ouais. que, mais j'insiste bien parce que ça, c'est vraiment un point très important. Tout le monde peut avoir. La difficulté, c'est de mettre des mots là-dessus. Mmh. Et, Mmh. et je crois que le point d'origine, à mon avis, de tout ça, alors là, elle l'a dit, hein, Hélène Dorion l'a déjà déclaré, mais ce sont les balades en forêt avec son père, Oui. où là, il y a quelque chose d'immense et à la fois de familier qui s'impose à elle. Mmh. Mmh. Et les sensations, en réalité, qu'elle traduit dans Mes forêts, à mon avis, sont à la fois des sensations qu'elle a vécues à l'âge adulte, hein, donc de façon récente, pendant le confinement, mais je pense c'est traversé aussi par des sensations qui sont plus originelles et qui renvoient à des points de rencontre avec ces forêts, avec son père. Hein. Ça paraît assez net. Je pense qu'il y a même des éléments à un moment donné où on sent il y a ce retour à l'enfance et ce recours à ses premières rencontres avec la forêt. Mmh. Mmh. Donc là, on a parlé des écritures poétiques, sauf si, bon, tu as d'autres aspects à évoquer? Non, je te Non? laisse poursuivre Non, c'est bon? ton questionnement. Et Ouais, donc, ouais. bah, il y a quelque chose que je voudrais volontairement aborder avec toi. Quand on parle d'écriture poétique, il y a bien sûr l'aspect visuel, du poème Mhm. et je pense que nos jeunes ont été, interloqués ou surpris, justement de par leur représentation, traditionnelle de la poésie, ont été surpris par, parfois la disposition, des vers, hein. On peut tourner, de nombreuses pages, il y a des poèmes qui posent question. Alors là, je suis en train de feuilleter, hein, le recueil, comme on a fait Oui, je fais en précédemment. même temps je le fais Et aussi. donc tu fais comme moi, hein, tu feuillettes les feuilles et par exemple, j'arrive à la page 45, il y a quelque chose qui Mhm. peut interpeller, c'est ce blanc, qu'il y a, par exemple, sur un seul et même vers. Je prends à tout hasard, donc page 45, hein, on a la branche qui tombe, il y a un blanc, l'avancée d'un nuage. Mhm. Dans le bleu, blanc, la nuit se brise, enfin bon, et cetera. Alors, bien sûr, on va se dire, c'est forcément voulu, de la part de l'artiste, mais quelle, signification possible tu pourrais donner, quant à, la visée de cette écriture, singulière, poétique? Qu'est-ce Tu as qu'on peut en remarqué, dire? quand tu employais quelle signification, on peut se Oui, demander si c'est j au singulier ou au pluriel. Moi, je le mettrais au j'ai fait pluriel. attention, hein. Voilà, Voilà. Moi, je le mets c'est au vrai, j'ai fait pluriel parce que, voilà, encore une fois, je le redis à nos auditeurs, oui, quand on étudie la poésie encore plus que la littérature en général, oui, il faut modaliser sa pensée. voilà, Quand c'est on pour ça que parle, j'utilisais le pluriel, hein, qu'on non, mais tout n'entendait à pas fait. là, Mais, mais mais, mais j'insiste parce que je trouve que c'est très oui. méthodologiquement très intéressant de Mmh, poser le problème. mmh, En fait, quand mmh. on parle, il faut utiliser des modalisateurs. Alors, nous, quand on discute, on a le sang chaud, on essaie d'être dans quelque chose de synthétique, donc forcément, on est presque un peu trop affirmatif à certains moments. Hein. Mais en tout cas, la modalisation, ça veut dire, il me semble, on peut penser que, Oui. ou alors, voilà, poser une question. Voilà, Et donc alors je là, je ta vais te question, reformuler autrement, je vais dire: «Quelles hypothèses peux-tu voilà. donner à ces blancs?» Voilà, mais je pense que cet aparté, enfin ce petit épisode-là, micro-épisode que nous venons d'avoir est très important pour les élèves. En tout cas, il leur dit beaucoup de choses sur la façon d'étudier un Oui, texte littéraire. Alors, tu en étais assez blanc. Alors effectivement, moi, oui. pendant que tu me posais la question, Mmh, mmh. je me baladais, hein, dans mes forêts, c'est le Dans cas tes de dire. forêts. Et effectivement, je constate énormément de présence de blanc à l'intérieur des vers. Alors, si je prends, Oui, moi, j'avais bien envie de prendre une chute des galets, tu sais, vas-y. et avec le départ, hein, de Mmh cette mh, seconde mmh. section, et la seconde strophe, qui est quand même très intéressante, puisque après avoir eu le premier distique, c'est le bruit du monde, l'écoulement du temps, on arrive à face goutte de pluie et grains de sable, l'éclosion d'un Alors on est bourgeon, la page branche, 45, hein, pour nos page, auditeurs. voilà, page 45, Mmh, la branche qui tombe, et là, oui. effectivement, après la branche qui tombe et avant l'avancée d'un nuage, nous avons Mmh, un mmh. blanc, vers suivant dans le bleu, blanc, la nuit se brise, à Se l'horizon, brise. blanc, un vent, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ton observation n'est pas uniquement liée à une situation de blanc qu'on verrait comme ça, qui serait vraiment Mmh. minoritaire, mais on a l'impression que c'est très souvent, et c'est confirmé par la suite, notamment dans cette section, c'est très souvent, et si c'est très souvent, ça relève d'une réitération et donc d'une volonté.
Notre hypothèse, c'est que ce serait une volonté de l'autrice ou de la poétesse. Il est probable que cette volonté soit bien la sienne, mais qu'elle ait été validée par l'éditeur, en l'occurrence Bruno Doucet. C'est pas rien d'en parler parce que c'est un éditeur de poésie. C'est un éditeur français de poésie. Et nos auditeurs le savent peut-être pas, mais un éditeur, il a un vrai rôle à jouer, en particulier en poésie, parce qu'il va se poser des questions de organisation de la page, espace entre les mots, espace. Là, on le voit sur ce poème. C'est pour ça que je voulais te le montrer. On voit bien qu'il y a des décalages entre les strophes. Elles démarrent pas tous au même niveau. C'est pas il n'y a pas une verticale où on aurait le début de chaque strophe. On voit bien qu'il y a des effets qui sont voulus ici. Et à mon sens, ce sont des effets qui sont voulus conjointement par la poétesse et l'éditeur. Je crois que ça, c'est vraiment un point très important. Autre point, pour en revenir au cœur de ta question, alors, s'il y a des blancs, souvent, ça veut dire que ça rentre dans le texte poétique lui-même. C'est-à-dire que le blanc fait partie du vers. C'est pas un blanc qui serait là uniquement pour faire joli, si j'ose dire. Ça veut dire que ça fait partie du vers. Alors, un blanc, ça a plusieurs significations. Là, on est bien dans le pluriel. Sur un plan pictural, on pourrait penser au blanc de la toile. C'est le blanc, blanc sur blanc, ou le blanc qui est à l'origine, avant que le peintre ne mette de la couleur. Mais ça peut être musicalement des sortes de pauses, en quelque sorte, entre des notes de musique. Et ici, c'est évidemment aussi peut-être une pause de souffle, le cas échéant, entre des expressions. Et là, nos auditeurs doivent se dire que de toute façon, ils ne s'empareront pas de ces questions sans lire à haute voix cette poésie et en essayant d'agir. C'est dire, est-ce que la branche qui tombe, l'avancée d'un nuage, comment vais-je faire pour matérialiser ce blanc en le disant ? Moi, je crois que, très honnêtement, le blanc ici, alors c'est une hypothèse, pour moi, il y a deux directions. Effectivement, la question du silence. Parce que si on revient à tout ce qu'on a dit, on se rend compte qu'elle n'est pas à l'écoute de son discours, Hélène Dorion. C'est pas, elle s'écoute pas parler. Alors, je ne dis pas, encore une fois, que les romantiques étaient des gens qui aimaient s'écouter parler, ou qui s'aimaient et s'écouter évoquer. Je dis simplement qu'elle a besoin de ces silences parce que ces silences sont probablement un espace où, je dirais, le son ou le bruit de la forêt est susceptible de revenir. Faut pas oublier que elle écrit mes forêts. Donc, elle écrit avec la forêt. Elle écrit pas, ça y est, je me mets dans ma pièce et puis j'y pense plus. Non, il y a cette espèce de familiarité continue. Donc, premier point, je pense qu'effectivement, sur un plan du rythme des vers, effectivement, peut-être la présence de ces silences qui, en réalité, renvoient au bruissement, pour employer un terme qu'elle emploie, au bruissement des forêts. Ça, c'est la première chose. Oui, donc c'est pas le blanc au sens du vide. Alors, c'est pas, tu vois, encore une fois, tu le poses comme une question, j'ai pas la réponse. Ça peut être ça, parce que ça peut aussi, il faut se dire qu'un être humain est souvent suspendu au-dessus du vide, l'absurdité de la vie, le vide le vide de la page blanche. Ouais, le vide de la page, bien sûr. Donc, tu peux pas dire, ce n'est pas ça. Ouais. Moi, j'ai émis une autre hypothèse, et on voit bien l'intérêt de notre discussion, c'est que toi, tu émets une autre possible hypothèse. Cette hypothèse-là, on ne peut pas la rejeter, même si la poétesse nous disait « mais c'est sûrement pas ça », on ne peut pas la rejeter. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que nous sommes dans une poésie de l'évocation. Donc, le blanc, c'est aussi peut-être le tableau blanc qu'a dans la tête le lecteur qui, en réalité, voit des images se peupler dans son cerveau liées à ce qu'on lui évoque. Donc, quelque part, le blanc nous permet aussi, si j'ose dire, d'être actif en tant que lecteur. C'est-à-dire qu'elle évoque, et puis nous, on fabrique. Parce que c'est ça l'objectif. Voilà, donc, c'est ça. Tout ce qu'on dit est possible. Mais ce que l'on pourra conclure, sans doute, c'est que il y a dans la poésie quelque chose qui relève d'une expérience. C'est-à-dire l'expérience, c'est une expérience sensible, on en a déjà parlé, mais là, on relate une expérience et l'expérience qu'elle veut relater, c'est pas une rationalisation, c'est pas une documentation sur les forêts, c'est pas un traité, non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui a beaucoup plus à voir avec des illuminations, des moments, des sensations. Et ça implique
et là j'emploie peut-être le dernier mot important, des sortes de fragments. Hein. C'est-à-dire que la forêt, elle nous impose pas un paysage en quelque sorte. C'est des fragments. Il y a des éléments qu'on capte et puis qui n'ont pas forcément à voir avec le suivant, etc. Donc moi j'ai l'impression que ça fragmente un peu le discours, mais ça le fragmente pas en le désorganisant. Ça le fragmente en donnant justement l'impression que oui, on a des illuminations. Mais j'invite chaque auditeur qui n'en serait pas convaincu à aller se promener dans une forêt au plus vite. Hein. Oui, et si on faisait l'expérience de ce que tu viens d'évoquer, je termine moi aussi par ça, c'est aussi peut-être ce blanc sur le vert qui impose une pause, justement, et on retrouve peut-être ce que tu évoquais dans un autre épisode, la pause induit une certaine forme de lenteur, et donc c'est aussi peut-être ce rapport au temps, et qui renvoie justement au temps qui était un peu dilaté pendant le temps du confinement, et qu'elle veut aussi peut-être retranscrire. Mais on est toujours dans les hypothèses, dans le peut-être. C'est dans le peut-être. Est-ce que ça ne serait pas l'éloge de la lenteur aussi, oui, mais qu'elle suggère à travers ces sensations, à travers la forêt? Et tu vois qu'on n'en finit plus dans nos interprétations, et ça c'est rassurant pour les élèves, c'est que rassurant et désespérant au premier abord, mais en réalité c'est rassurant parce qu'en fait, on se rend compte qu'en creusant les choses et en émettant des hypothèses, on dit des choses qui s'avèrent tout à fait vraies. C'est-à-dire que dans le texte, dans le recueil, elle dénonce l'accélération. Elle dénonce le portable, elle dénonce la rapidité, Exactement. Elle dénonce la superficialité. Et inversement, ce qu'elle tente à démontrer sans le démontrer, puisque ce n'est pas un traité, par ses évocations, c'est justement qu'on a véritablement de la lenteur. C'est une sorte d'éloge de la lenteur. Et la forêt a ceci de particulier. Mais vraiment, pour conclure ce que tu induis, tu vois, ces trous du texte, on a quand même, toujours dans le même texte, c'est le murmure d'une forêt. Le murmure d'une forêt. Ben moi, ma conviction, là, tu vois, je m'avance, je prends des risques. Je pense qu'elle l'entend sans arrêt, le murmure de cette forêt, et qu'à certains moments, ça lui impose, je vais le dire de façon brutale, de se taire. C'est-à-dire que le silence, c'est le silence. C'est ça. Je m'arrête parce que j'écoute et parce que finalement, mes mots sont rien par rapport à ce murmure-là. Et ce murmure, c'est ce qui m'inspire. Alors, un élève, il peut le comprendre, ça. Voilà, je commence à écrire, je m'arrête. Et puis je reprends, comme on dit l'expression, je reprends mes esprits. Ben, le poète, il reprend pas ses esprits, il reprend, je dirais, ses sensations, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, quand je parle d'une expérience, c'est que c'est vraiment une retranscription d'expérience. Et, je le répète, hein, tout ça, la poétesse, elle ne le dit pas explicitement. Elle ne nous explique rien. C'est pas son job, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant qu'interprètes, nous posions des questions et nous finissions par nous dire, mais tout ça qui a l'air si simple, en réalité, c'est très complexe. Et pour reprendre ce qui fait la richesse ensemble, oui. Mais moi, je crois, et je crois qu'on le suggère grandement, je crois qu'il faudrait que chacun fasse une petite expérience d'entrer en forêt pendant quelques temps. Je sais que pour certains de nos éditeurs, ça ne sera pas facile, mais je crois que une fois qu'on l'a fait, pour ne rien te cacher, je l'ai fait ce matin très tôt, au moment du réveil, on voit bien que Dorian nous touche particulièrement pour ça. Parce qu'elle se rapproche de sensations qu'on peut avoir nous-mêmes. On va laisser nos jeunes auditeurs faire, s'ils peuvent, cette expérience. Et puis, on te retrouve au prochain épisode durant lequel il me semble que tu vas nous parler du parcours associé, poésie, nature, intime. Alors, bien sûr, on va retrouver des éléments qu'on a évoqués. Ça sera comme une sorte un petit peu de première approche synthétique. Je pense que tu auras beaucoup de choses encore à nous dire. Et donc, encore un grand merci pour cet épisode consacré aux écritures poétiques chez Hélène Dorion. Et donc, je te dis à très vite, Anthony. Et puis, surtout, à très vite pour nos auditeurs. Merci Anthony. À bientôt. Bonjour Cécile.